Nous allons apprendre ici dans cette séquence à transformer des entités 3ds Max, c'est-à-dire les déplacer, les orienter et les mettre à l'échelle. À ne pas confondre donc avec la définition de la modification qui repose sur une modification profonde de la structure de l'objet, c'est-à-dire l'agencement des vertex, des faces ou des arêtes de l'objet. Nous allons commencer par ouvrir le fichier affichage navigation.max qui se trouve dans le DVD et les formes, avec le menu File, Open, et dans le répertoire source 3ds Max, répertoire scène, nous choisissons affichage navigation.max. Cliquez sur le bouton ouvrir. Par défaut dans 3ds Max, nous ne sommes pas en opération de transformation. Nous sommes par défaut en opération de sélection car Select Object est activé. Donc si nous sélectionnons n'importe quel objet, par exemple ici l'objet table, nous n'aurons qu'un axe tripode qui indique que l'objet est sélectionné, mais en aucun cas peut être transformé, c'est-à-dire déplacé, orienté ou mis à l'échelle. Pour pouvoir transformer cet objet, il nous faut activer dans la Main Toolbar ou le Select and Move pour le déplacer, ou le Select and Rotate pour l'orienter, ou le Select and Scale afin de le mettre à l'échelle. Commençons par le Select and Move afin de déplacer l'objet. Ici, nous voyons apparaître ce qu'on appelle le gizmo de transformation. Le gizmo de transformation adapté au déplacement. Si ici, nous souhaitons activer le Select and Rotate, nous aurons une mire de rotation, une espèce de trackball afin de pouvoir orienter l'objet. Et si nous déplaçons pour activer le Select and Uniform Scale, nous aurons un autre gizmo de transformation adapté aux opérations d'échelle. Revenons sur le Select and Move. Le gizmo de transformation de déplacement donc réapparaît. Il faut savoir que ce gizmo peut être affiché ou pas avec le raccourci X du clavier. Nous sommes donc en mesure ici de déplacer l'objet table de manière interactive grâce à ce gizmo de transformation. Si par exemple nous souhaitions le déplacer en hauteur, c'est-à-dire sur l'axe Z, eh bien nous mettons notre curseur de souris sur l'axe Z qui s'illumine en jaune, ce qui permet donc d'avoir une contrainte de déplacement uniquement en Z, et nous pouvons le déplacer en laissant notre doigt appuyé sur le bouton gauche de la souris et en déplaçant légèrement la souris en hauteur, de cette manière. Nous relâchons et ainsi nous avons effectué notre première opération de transformation en déplacement. Si nous souhaitons annuler cette opération, eh bien nous allons sur le bouton Undo. Comme convenu, cette opération vient d'être annulée et nous allons maintenant sélectionner l'objet lampe pétrole qui ici va nous permettre de comprendre que l'on peut déplacer un objet sur deux axes en même temps. Par exemple ici, nous plaçons notre curseur à l'intersection de l'axe X et Y. Nous pouvons faire une rotation de vue pour bien comprendre. Nous avons donc ici l'axe Y et X qui sont surlignés en jaune tous les deux en même temps, ce qui nous permettent de déplacer l'objet sur ces deux axes de manière interactive, ce qui équivaut ici à un déplacement à la surface du sol virtuel de la scène. Ces contraintes d'axe pouvant être également appelées par raccourci clavier. Exemple ici, la touche F5 va permettre une contrainte sur l'axe X uniquement, la touche F6 sur l'axe Y uniquement, la touche F7 sur l'axe Z uniquement, puis la touche F8 va cycler les contraintes à deux axes, ici X, Y, ensuite Y, Z, ensuite X, Z. Précisons maintenant les unités de transformation. S'agissant donc du Select and Move, c'est-à-dire donc du déplacement, les unités sont exprimées par défaut en unités génériques dans 3ds Max, mais nous pourrons plus tard les modifier afin d'exprimer par exemple des unités centimétriques ou par exemple des pouces, des inches en unités anglo-saxonnes. Nous avons également la possibilité, en Select and Rotate, d'exprimer donc des rotations en degrés, puis en Select and Scale, les opérations de transformation en échelle seront exprimées ici en pourcentage.
sachant que la taille originelle d'un objet ou d'un groupe d'objets équivaut à 100%. Donc si l'on veut agrandir un objet, cette valeur dépassera les 100%. Si au contraire cet objet est réduit, sa valeur sera en dessous des 100%. Étudions maintenant le gizmo de transformation en rotation. Activons le Select and Rotate et sélectionnons l'objet pendule. Si nous souhaitons l'orienter par rapport à l'axe Z, il suffit de placer son curseur sur l'axe Z. L'axe Z s'affiche en bleu, ici. Si nous souhaitions lui faire une rotation, par exemple, sur l'axe Y en vert s'afficherait. De même pour l'axe X. Revenons sur l'axe Z. Effectuons une rotation de quelques degrés pour qu'il s'oriente et pointe par exemple vers la lampe à pétrole. Nous allons donc faire une opération de rotation en Z de 40 degrés, les 40 degrés en Z étant affichés au-dessus du gizmo de transformation en rotation de l'objet pendule. Nous relâchons. L'opération de rotation a été effectuée. Enfin, sélectionnons maintenant l'objet table et activons l'outil Select and Uniform Scale afin de comprendre la transformation en échelle. Si nous passons notre curseur de souris au centre de ce gizmo, nous allons effectuer une opération de transformation d'échelle sur les trois axes, c'est-à-dire uniforme. Par exemple ici, si nous laissons notre doigt appuyé sur la souris et que nous déplaçons la souris vers la hauteur, nous avons la possibilité d'augmenter la taille de l'objet sur ces trois axes. Nous avons toujours la possibilité d'annuler cette opération en cliquant droit en même temps, ce qui nous permet de revenir à l'état initial de l'objet. Maintenant, si nous souhaitons faire un changement d'échelle uniquement en X et en Y, eh bien, à la manière d'une contrainte à deux axes pour la position, nous avons la même possibilité pour la transformation d'échelle. Il suffit de placer son curseur sur l'axe XY, ce plan XY étant surligné en jaune, le curseur changeant également d'icône. Nous avons donc la possibilité ici de faire une réduction ou au contraire un agrandissement de la table sur cet axe. Annulons cette opération de transformation. Cette opération de changement non uniforme, cette fois, peut être opérée également sur le plan XZ, ainsi que sur le plan ZY, ce qui revient à se mettre en Flyout, Select and Non-Uniformly Scale Objects. C'est donc la possibilité de le faire de manière interactive, sans passer par ce bouton-ci. Et nous avons également par contre la possibilité de faire un Select and Squash Object. Donc nous allons activer cette icône également en Flyout, la dernière du Transform en Scale. Et ici nous avons la possibilité par exemple de faire donc une transformation d'échelle sur un seul axe au détriment des deux autres axes restants. Si nous faisons par exemple une réduction d'échelle en Z, nous allons donc avoir une répercussion sur les deux autres axes, ce qui fait qu'il y a une compensation, ce qu'on appelle le squash. Réduction Z implique forcément une augmentation à la fois en X et en Y. Annulons donc cette opération également et intéressons-nous maintenant au transform typing, c'est-à-dire à la saisie des valeurs de transformation par entrée au clavier. Ainsi, si nous sélectionnons l'outil Select and Move, nous apercevons que l'objet est situé à x, y, 0, c'est-à-dire au centre de l'univers, mais en hauteur, il est situé à z, 86,977 unités. Si nous souhaitions réellement le mettre à x, y, z, 0, il suffirait ici de mettre z 0 unité, et nous aurions notre objet réellement au centre de l'univers. Attention, évidemment, l'objet ici, table, qui est à la base une primitive type cylindre, ces unités donc sont exprimées
par rapport au point de pivot de l'objet. Celui-ci étant situé à la partie inférieure de la boîte englobante de ce cylindre. Activons maintenant la fenêtre perspective. Cliquons sur Undo pour annuler cette opération. Sélectionnons maintenant le groupe d'objets pendule. Mettons-nous en Select and Rotate. Et agissons d'une manière interactive avec le spinner sur la cellule Z du Transform Type In. Voyons ici la valeur en Z changée. Il s'agit en fait du changement relatif apporté à la valeur Z actuelle, qui est donc toujours apportée par rapport à l'univers. Ici, la valeur Z est modifiée de manière incrémentale, en bougeant donc la souris. Et quand nous allons relâcher, nous allons retrouver une valeur qui va être la valeur absolue, c'est-à-dire la valeur univers. Donc il faut retenir ici que dès que l'on modifie la valeur d'un spinner, nous avons donc toujours ici un changement relatif, c'est-à-dire que nous incrémentons en négatif ou en positif la valeur courante, mais dès que nous allons relâcher, nous allons obtenir une nouvelle valeur qui ici va être absolue, à savoir donc une nouvelle valeur univers, ici en rotation, donc en degrés de l'objet. Ici nous relâchons, nous avons donc fait un incrément de moins 190,8 degrés. Si nous relâchons, nous allons obtenir, par exemple, une valeur nouvelle qui va être de 169,2 degrés pour l'objet pendule. Et nous avons toujours la possibilité de travailler en mode relatif. Si nous cliquons sur le bouton Absolute Mode Transform Type In, qui, quand nous cliquons dessus, se commute en mode relatif. Les valeurs donc x, y, z sont égales à 0 car il n'y a pas encore eu d'incrément, négatif ou positif. Et en z, par exemple, nous allons demander à travailler en relatif, c'est-à-dire que nous allons donner une valeur de moins 10 degrés que nous allons valider avec la touche Entrée du clavier. Voilà, nous avons donc obtenu une réduction de 10 degrés à la valeur absolue du pendule. Et pour nous en rendre compte, nous revenons au mode absolu et nous retrouvons donc ici la valeur en Z absolue qui est maintenant non plus de 169,2 degrés mais de 159,2 degrés. Enfin, il faut savoir qu'il en est de même pour les opérations de transform and scale. Si par exemple nous prenons la première icône Select an Uniformly Scale Object, nous avons une valeur absolue dans le Transform Type In qui est de 100%, l'objet n'ayant pas subi de changement d'échelle. Il n'y a qu'une valeur en axe X, mais qui est également valable pour l'Y et le Z, puisqu'il s'agit d'une transformation en échelle uniforme. Si nous nous mettions par exemple en Transform and Non-Uniformly Scale Object, nous aurions la possibilité d'intervenir sur un axe bien particulier, par exemple ici l'X, sans qu'il y ait de répercussions sur l'Y et le Z. C'est donc la définition de la transformation d'échelle non uniforme. À noter que si nous nous mettions en Select and Squash, nous n'aurions pas l'effet de compensation en Transform Type In. Il faudrait le faire de manière interactive. Cette séquence dédiée à l'apprentissage du déplacement, de l'orientation et de la mise à l'échelle des objets est maintenant terminée.